Shalom Aleichem, on est toujours donc sur Maïléava, le site de e-formation en Torah. Alors on va s'intéresser maintenant, aujourd'hui, au sujet de la belle famille. Alors quel est le problème fondamental de la belle famille? Parce que c'est un problème, la belle famille. C'est un problème. Pourquoi? Parce que la belle famille, c'est pas ma famille. Ma famille, c'est des gens qui me connaissent. Donc c'est des gens dont je fais partie. Je suis le fils de mon papa et de ma maman, et je suis le frère de mes frères et sœurs, ou je suis la sœur de mes frères et sœurs. Je fais partie de cet ensemble qui s'appelle la famille. Dans la belle famille, je suis une pièce rapportée. C'est-à-dire que quelqu'un m'a emmené avec lui, avec elle, et m'a collé dans cet ensemble. Je suis le mari, donc je rentre en tant que gendre et en tant que beau-frère dans la famille. Je suis la fille, je rentre en tant que belle-fille. Maintenant, il y a un problème, c'est que avant que je me marie avec mon conjoint, il avait un papa et une maman, il avait des frères et des sœurs. Il a vécu avec eux pendant très longtemps, très très longtemps. Aujourd'hui, il y a des gens qui se marient à 35 ans, vous vous rendez compte? Et les gens, ils ont vécu ensemble très longtemps. Le papa et la maman, ce sont des gens qui ont donné une partie d'eux-mêmes pour que l'enfant puisse naître. Donc ça veut dire que même avant sa naissance, il était déjà contenu dans son père et sa mère. Et donc dans l'histoire de son père et sa mère. La belle famille représente un problème. Ça, c'est la première chose qu'on puisse dire. La deuxième chose, c'est qu'elle représente un enjeu. Pourquoi? Parce que le désir de séduction, le désir de plaire, le désir de trouver sa place dans la société dans laquelle nous vivons, c'est un désir qui est puissant chez chacun d'entre nous. C'est un désir qui a trait à une force très profonde qui s'appelle le shalom. C'est une force. Hachem a posé en nous le désir du shalom. Shalom en hébreu, ça vient du mot shalem, ça vient du mot complet, parfait. Le désir du shalom, le désir de la shlemut, le désir de la perfection, il passe par le fait qu'on va avoir des relations parfaites avec notre entourage. La personne avec laquelle on veut avoir les relations les plus parfaites qui soient, avec laquelle on espère les relations les plus parfaites, c'est notre conjoint. Parce qu'avec lui, on va partager une vie, avec lui, on va partager une intimité, avec lui, on va avoir des enfants. Donc on aspire à cette perfection. Et donc on aspire à la perfection dans la relation avec sa famille. Or, très souvent, la déception est au rendez-vous. La déception, elle vient toujours par une inadaptation à la réalité. Et quelle est la réalité? La réalité est qu'il y a un énorme effort d'adaptation à faire entre la belle famille et le conjoint. Parce que finalement, c'est vrai que la belle famille accueille. La belle famille, elle doit accueillir. Elle emmène avec elle. Elle accepte, elle intègre. Mais d'un autre côté, c'est un être nouveau qui est là. Puis il y a un autre aspect, c'est que cet être nouveau, il a pris quelque chose. Il a pris le fils à la maman, au papa. Il a pris la fille au papa, à la maman. Il a pris quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est littéralement, presque terrifiant, quoi. On entend pratiquement dans 100% des cas. Alors ça peut être avant le mariage, pendant le mariage, après les Sheva Brachot, les 7 jours de bénédiction, après 30 jours, après un an, mais ça finit par venir. Finalement, cette personne, elle est venue, elle a emmené quelque chose. C'est quelque chose qui existe. Et là, il faut rappeler au conjoint une donnée, qui est une donnée fondamentale dans les relations humaines. C'est que on ne peut jamais prendre sans donner. Et que si la famille doit accueillir, si la famille doit intégrer, la belle famille, donc elle doit accueillir, elle doit partager, elle doit intégrer, la pièce rapportée, c'est quelqu'un qui doit faire des efforts pour aller vers, qui doit d'abord comprendre. Quelle est la première personne qu'elle doit comprendre? C'est son conjoint. Vous savez que très souvent, dans les disputes conjugales, un des premiers arguments qui revient, dans des disputes basse tension ou haute tension, on va y arriver, c'est « t'es comme ta mère ». T'es comme ton père, t'es comme ton frère, de toute façon dans votre famille, de toute façon votre clan, votre jama, votre hamoula, je ne sais pas tous les mots, votre mafia. Parce que je sais, moi, quand on se dispute les choses qu'on est capable de dire sur la belle famille, vous, les étrangers. Ce qui signifie en fait qu'il y a un arrière-fond, il y a une perception, dans laquelle finalement c'est un peu une étrangeté. Le travail du shalom, c'est de réduire cette étrangeté. Et donc la première personne qu'il faut comprendre, c'est son conjoint. Elle a des valeurs, elle a des parents, elle a des mécanismes, elle a des fonctionnements. Vous savez que 100% d'entre nous importent dans leur couple et dans leur famille
des fonctionnements qui étaient les fonctionnements des parents, les fonctionnements de la famille. D'ailleurs, on le dit souvent, on dit, oh, chez nous, c'était pas comme ça. Alors, vous savez, moi, je vois ici des choses que je n'ai jamais vues ailleurs. Et d'ailleurs, en général, ça nous sert dans un conflit comme point d'appui, alors que souvent, on peut avoir tort sur toute une série de points. Ça nous sert comme point d'appui pour penser qu'on a raison, parce que nous, on est comme ça. Et là-dessus, on est mieux que l'autre. Eux, ils ont 10 qualités, mais ils n'ont pas cette qualité-là. Moi, cette qualité, je l'ai. Donc, ça me sert comme point d'appui très souvent dans le conflit pour dire « je suis mieux ». Donc, vous voyez que très souvent, cette conscience d'appartenir à une famille, cette conscience d'avoir eu des valeurs et des systèmes, elle sert comme point d'appui pour, finalement, véhiculer des pulsions et des forces et des comportements négatifs. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Comment on peut faire pour sortir de ça? Alors, il faut donc poser ce premier constat. Nous, on veut le shalom, on veut la shlemut, on veut donc, en français on dit la paix, mais en fait c'est la perfection. Ce qu'on veut, c'est la perfection. Donc il faut d'abord cultiver une certaine perfection dans la relation avec son conjoint. Il faut apprendre à aimer ce que ses parents lui ont donné. Par exemple, lorsqu'on voit le conjoint qui se comporte d'une manière X, Y ou Z et qu'on vient que ça vient de la famille, il faut dire ça, j'adore ce comportement. Et franchement, tes parents t'ont donné des bonnes valeurs. Et là-dessus, ta famille t'a donné des bonnes valeurs. Il faut féliciter la personne sur les bonnes choses. Quand on prend l'habitude de dire des compliments, de dire des paroles positives, des paroles encourageantes sur les comportements de son conjoint, qui sont des comportements qui viennent de sa famille, en fait, on lui dit, ta famille, ce sont des gens bien, et toi, tu es quelqu'un de bien. A contrario, et contrairement à ce que les gens pensent, c'est qu'il arrive souvent que les gens soient en rupture de banc avec leur famille. Vous savez, souvent, les gens ont pris des distances avec leur famille. Il y a eu des disputes, ça ne s'est pas passé l'adolescence, la post-adolescence, ils sont mal sortis de la maison, mal embouchés, donc ils s'écartent, la famille et eux, c'est la distance. Et donc, le conjoint se croit fondé à critiquer la famille. Mais en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même une personne qui est en rupture de banc avec sa famille, quand on critique sa famille, on le détruit. Parce qu'en fait, on lui coupe la base de son existence. Parce que le makom d'un individu, le makom, c'est le lieu en hébreu. Makom, ça vient du mot mekayem, c'est ce qui porte. Ce qui porte un individu, c'est d'abord avoir un papa, une maman et une famille. Entendons-nous bien, il y a des gens qui sont orphelins et qui sont très bien portés dans le monde. On ne parle pas de ça ici. On parle du fait que les gens ont un papa et ils ont une maman, mais qu'ils les dévalorisent. Ils ont des frères et sœurs, ils dévalorisent leur famille, ils ont honte de leur famille, ils ne veulent pas entendre parler de leur famille. C'est quelque chose avec lequel ils ont pris des distances. Et donc le conjoint se croit fondé à dire, bon, je vais l'attaquer, moi, cette famille, parce que de toute façon, il a pris ses distances avec la famille. Mais non, au contraire. Le travail, c'est d'essayer toujours de ramener le conjoint vers sa famille. D'une manière ou d'une autre. Même si on a vraiment affaire à une famille de mafiosos crapuleux qui sont en prison pour viol et meurtre et tout ce que vous voulez, même la pire des familles de la Terre, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est fondamental qu'un individu ait un minimum de lien avec sa famille. Là, je vous ai pris un exemple extrême, mais prenons un exemple plus quotidien. Une famille dans laquelle, voilà, c'est une famille normale, il y a les dissensions normales, il y a beaucoup d'affection aussi, on aime bien passer du temps ensemble, il y a des dogmes aussi, au Pessah, c'est ensemble, un Shabbat sur 2, c'est ensemble, vraiment ce genre de choses, vous voyez. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais bon, la famille, avec ses histoires et ses réussites, d'accord? C'est fondamental que le conjoint sente que son conjoint est quelqu'un qui valide cette famille, parce qu'il lui donne un makom. Il lui dit, tu viens de gens bien, donc t'es quelqu'un de bien. Et donc maintenant, on peut comprendre aussi comment gérer une dispute au sujet de la belle famille. Alors avant de donner quelques conseils, il faut rappeler aussi une chose. Là, c'est un conseil qu'il faut donner aux belles familles. Vous savez, à l'entrée de tous les chantiers du monde, il y a un petit dessin avec un casque. D'accord? Et puis, il y a des écriteaux qui mettent en garde. Ne rentrez pas, danger, on construit. Il y a un trou, vous risquez de vous prendre un parpaing sur la tête. L'immeuble n'est pas encore complètement stabilisé. C'est très dangereux de rentrer sur un chantier. On ne sait pas où on pose les pieds, on ne sait pas où on va, il peut se passer n'importe quoi. Sakana kan bonim. Attention, on construit. La belle famille doit savoir une chose. On ne doit pas multiplier les visites chez le khatan et la kala, chez les jeunes mariés. D'accord? Le jeune couple va aller régulièrement chez la famille de l'un et de l'autre et la belle famille. Ok, ça oui. Mais que les autres rendent visite, c'est un problème. Parce que vous savez, il y a cette expression en français, c'est extraordinaire. J'ai fait le ménage par où passe l'œil de la belle-mère. Ça dit bien les choses. Les parents, quand ils rentrent dans l'appartement de leurs enfants, ils le regardent. Quand ils regardent les enfants de leurs enfants, ils regardent comment ils les traitent. Quand ils regardent le comportement des enfants, ils regardent, ils scrutent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'elle comprend, cette belle fille-là,
qui ne sait pas s'occuper de mon fils. Mais moi, je sais m'occuper de mon fils. Qu'est-ce qu'il comprend, celui-là, ce petit genou, à ma fille et à la vie? Il ne comprend rien. Il est incapable de s'occuper, il est incapable de gérer. Il ne sait pas gérer, il ne connaît pas. Et donc, les parents, les beaux-parents, peuvent très facilement avoir un œil critique. Ils peuvent facilement, au milieu de 20 compliments, dire la parole ou la nuance qui va un petit peu choquer et qui va semer la pagaille dans le couple. Donc la première chose qu'on puisse vraiment conseiller aux beaux-parents, c'est de rendre le moins possible visite aux enfants qui viennent de se marier, qui sont dans la phase de construction et de décollage. Par contre, les inviter à la maison, oui, bien sûr. Et quand on les invite à la maison, on les reçoit comme on reçoit des invités, c'est-à-dire comme des rois. Et là, on leur donne de la force, on leur donne du courage, on leur donne des compliments, on les bénit. Nous, c'est comme ça qu'on conçoit le mariage. Hein. Agave, au passage, nous les juifs, c'est comme ça qu'on conçoit le mariage. Le mariage, c'est pas bon, ben non, t'es indépendant, casse-toi. Pour parler poliment. D'accord? T'es indépendant, prends ton argent, prends ton envol, envole-toi dans la vie, et merci, rends-nous visite de temps en temps. Pas du tout. La famille s'agrandit, et les enfants, c'est par cercles successifs qu'on leur permet de prendre leur envol. Il va y avoir le mariage, il y a les 7 jours de bénédiction, dans lesquels on entoure les enfants de bénédictions, de paroles d'encouragement, de félicitations. Ensuite, il y a la première année où ils se construisent et où on va petit à petit donc les accueillir, on va parler avec eux, on va leur donner des cadeaux, on va les inviter, on va leur donner une sensation de bien-être, on va les soutenir, on va les aider. Et puis petit à petit, il y a des naissances. Et là, on aide, on est là. On vient, on participe un peu à la vie de la maison. En un mot, la belle famille doit faire attention à donner. Alors, avançons maintenant dans le relationnel. Qu'est-ce qu'un gendre et une belle-fille peuvent faire face maintenant à l'adversité? Parce que finalement, on est là pour parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Hein. On est un peu comme des journalistes, mais on parle des choses qui ne marchent pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, là-dessus encore, on a un arsenal chez nos Chachamim qui est absolument infini. D'abord, il faut savoir que très souvent, les remarques de la belle famille, ça procède de l'inquiétude. L'inquiétude, finalement, c'est quoi? C'est une manière de mettre mon problème chez l'autre. Est-ce que moi, je suis obligé, comme on dit en français, d'accuser réception? C'est-à-dire, mon beau-père, ma mère me dit « Oh là là, et pourquoi vous avez fait ça ?» En fait, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Il est en train de me dire « Est-ce que ma fille ou mon fils est heureux ?» Il est en train de me dire qu'il est inquiet. Je ne suis pas obligé d'être inquiet avec lui, moi. Il faut obligé d'être inquiet. Bon, il est inquiet. C'est le papa et la maman. Le papa et la maman sont toujours inquiets pour leurs enfants, c'est normal. Une fois, on a croisé Raphaïm, le Steipeler. Le Steipeler, c'était le père de Raphaïm Kanievski. À la Tfila, on a vu une fois, un matin, il s'est mis à pleurer. Le Steipeler, c'est le grand Steipeler, d'accord? C'était le père de Raphaïm Kanievski. Alors, quelqu'un m'a dit, mais comment ça se fait que vous avez pleuré comme ça pendant la Tfila? Il dit, parce que j'ai pleuré pour le chinour de mes enfants. Il dit, mais enfin, vos enfants, c'est Raphaïm Kanievski. Il était déjà très connu à l'époque. Il avait déjà grandi, il était déjà connu, c'était un grand ami de Chacham. Il dit non, mais j'ai continué à prier pour lui parce que pour qu'il avance, pour que ça marche. C'est-à-dire que même quand un enfant a passé la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, mais les parents ils continuent de s'inquiéter pour leurs enfants. C'est le rapport numéro 1 qu'un parent a avec ses enfants. Est-ce qu'ils réussissent? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce que ça va bien pour eux? Est-ce qu'ils s'épanouissent? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? C'est ce souci qu'ils ont. Alors, quand ils commencent à faire des remarques, d'abord, il faut mettre les choses en place au niveau mental, psychique, affectif. D'abord, ce que le beau-père et la belle-mère a dit, d'abord, c'est son inquiétude. C'est la sienne, c'est pas la mienne. C'est pas obligé, moi, de rentrer dans son problème. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est que il y a toujours un décalage de maturité qui est dû à l'âge. Lorsque, en tout cas, par exemple, dans nos milieux, les enfants se marient jeunes, comment est-ce qu'ils regardent leurs beaux-parents? Comment est-ce qu'ils regardent leurs parents? Un jeune homme ou une jeune fille qui se marie à 21, 22, 23 ans, comment il regarde ses beaux-parents? Il regarde comme des enfants. C'est un enfant qui, il y a quelques années, était encore adolescent, mais pas il y a 1 an, 2 ans, et qui d'un coup sort et va vers l'âge adulte. Alors, il regarde ses parents comme un enfant. Et ses beaux-parents, comment il les regarde? Comme un enfant qui regarde les parents de son conjoint. Alors, il y a des gens qui se marient à 25 ans, mais qui ont déjà la maturité, des gens de 40 ans. Alors ça, c'est un autre problème, parce qu'en fait, ils s'estiment plus majeurs et plus adultes que leur beau-père. Pour peu, en plus, qu'ils réussissent mieux sur le plan des études ou sur le plan économique, du bon, mon beau-père, bon, d'accord. Ils ont déjà passé la belle famille par pertes et profits. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire une chose très simple. Il est écrit dans la Gemara, dans Ktuvot, et nos sages le citent à tout propos, Evedan et kol adam le kavzeru, dans Pirkei Avot. Tu dois juger tout le monde favorablement. Mais d'abord, la première question qu'il faut poser, qui t'a dit de juger? Qui t'a dit de juger?
Et ce que nos sages nous disent ici, c'est qu'en vérité, on est tout le temps en train de juger. Tout le monde juge. C'est-à-dire que dès que j'ai une relation avec quelqu'un, j'essaie d'estimer. Il est là, je suis là, je suis là. On est tout le temps en train d'opérer ce mouvement-là. Où est-ce qu'il est, où est-ce que j'en suis? Les relations. D'ailleurs, Hachem nous a mis dans ce monde-là pour nous apprendre précisément à juger positivement. Mais en tout cas, le jugement, c'est la lumière qui s'allume pour m'envoyer une réflexion qui est où en es-tu? Alors, la bonne manière de juger, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est Vedan comme l'ekhavzeo, Betzedek tishpot amitecha, juge avec justesse, avec justice. Lotisnet rebelefra, tu vas pas haïr la personne dans ton cœur, lotikom velotikor, tu vas pas te venger, tu vas pas garder rancune. Et l'inverse, le jugement négatif, c'est il est nul, il est zéro, je le déteste, je peux pas le piffrer, dès que je le vois, je sens le malheur qui va arriver, celui-là, il a une tête de guéhinnom, je peux pas le voir, etc., etc. C'est l'inverse. Avec la belle famille, on est aussi en train de juger tout le temps. Où j'en suis, comment ils me regardent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont dire. Et la belle famille, c'est la même chose. Qui il est, qu'est-ce qui se passe, et tout, etc. C'est quelque chose qui existe. Comment est-ce qu'on peut contrer ça? On a dit au départ, on a parlé de shalom, c'est-à-dire du désir de shalom. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est donneur dans une leçon, pas donneur de leçon, pardon, donneur dans une relation, on est donneur dans une relation, on a sauvé la relation. Ça veut dire que si, par exemple, avec ma belle famille, à chaque fois que je suis invité, j'amène un bouquet de fleurs, j'amène un cadeau, si à chaque fois je téléphone pour faire un compliment, si à chaque fois je complimente mon conjoint sur les bonnes dispositions qu'il a en lui et qui viennent de sa famille, le regard que je développe, la pensée que je développe et la relation que je développe avec la belle famille, eh bien, elle est positive. La même chose pour la belle famille. Si la belle famille dit, c'est quelqu'un de bien, elle en parle comme quelqu'un de bien. Elle lui téléphone pour le féliciter, elle lui dire « Ah tiens, on a entendu que vous avez fait ça, c'est super, t'es vraiment génial, bravo, on est content que notre fille ou notre fils soit marié avec toi. » À chaque fois qu'on va faire des compliments, qu'on va être donneur, on va donner de la force à la relation. Et ça deviendra toujours beaucoup plus simple de gérer les déceptions, les éventuels conflits, les petites dissonances. Ça devient toujours beaucoup plus simple. Vous croyez qu'on se bagarre de la même manière avec quelqu'un qui ont fait 90% de compliments? Ben non, parce que quand on a une déception, on dit « Ah ben, je suis un peu déçu », mais on ne veut pas abîmer cette relation. Parce que notre force première, c'est le shalom. Ce qu'on veut, ce qu'on a de plus profond en nous, c'est le shalom. C'est d'arriver à une certaine shlemut, une certaine perfection dans la relation à l'autre. C'est quelque chose qui nous rend profondément malheureux d'être en conflit avec nos proches. Ça détruit un individu d'être en conflit avec ses proches, de se sentir mal avec ses proches, de ne réussir à rien avec ses proches. Ça le démonte complètement. Alors que quelqu'un qui est accepté, quelqu'un qui sent qu'il a sa place, il est heureux. Il a son makom. Il a quelque chose qui est mekayemoto, qui le tient. Alors, il faut aussi dire autre chose au sujet du shalom. Vous avez constaté, si vous priez 3 fois par jour, si vous faites partie de ceux qui prient 3 fois par jour, que nous récitons tous les jours, donc 3 fois par jour, la Hamida, qui est la prière des 18 bénédictions qui a été instituée par Ezra et son Beddin. Et vous avez constaté quelque chose d'extraordinaire, c'est que le shalom, c'est la dernière bénédiction. Baruchata Hashem, tu es source de bénédiction, toi Hashem, Amevar et Tamo Israël, Shalom, qui bénit son peuple par le shalom. Pourquoi c'est à la fin le shalom? Ça vient toujours à la fin. Alors, le Maharal explique pourquoi. Maharal de Prague dit, le shalom, ça vient à la fin, parce que le shalom, ça vient couronner un processus. C'est quelque chose que nous voulons profondément, mais c'est quelque chose de fondamental. C'est le but du monde. Le but du monde, c'est d'introduire le shalom. On avait le Beth Amikdash à une époque. Le Beth Amikdash servait au shalom entre Hachem et son peuple et Hachem et le monde. Le roi qui l'a construit s'appelait Shlomo. Melech, Shlomo, Shehu im a Shalom Shelo. Il est avec celui avec qui est le shalom. Donc, comme c'est un enjeu, Zelomadze bara Elokim. Hachem, il a créé les choses en face l'une de l'autre. Et donc, en quelque sorte, il a fait que les forces qui vont contre le shalom sont des forces égales à l'enjeu du shalom. Et donc, dans la relation avec la belle famille, on retombe dans ce qu'on a dit au point de départ, 100% des relations avec la belle famille, 100%, sont des relations qui sont un problème. Et le problème va être vaincu si on suit les quelques conseils que j'ai donnés. Et c'est un enjeu, mais un pourcentage non négligeable, je ne veux pas donner le pourcentage, je ne sais pas, mais c'est tellement immense, est un échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui viennent se mêler de ça, qui vont empêcher ce shalom. Quelles sont ces forces? C'est très simple. Nous, on est mieux que vous, c'est la gava, c'est l'ego. On a laissé la place à l'ego. Nous, on est mieux que vous, nous, on sait mieux que vous, nous, on est rassurés de savoir que vous êtes des imbéciles. On est rassurés de savoir que vous êtes des nuls, hein. Ben ça, c'est mieux, hein.
Et alors, quand il s'agit du gendre ou de la belle-fille, on est rassuré de savoir que bon, ils sont mariés, tant pis, de toute façon, cet enfant, on savait que c'était un abruti. Hein. Ah, mais comment il a pu se faire avoir par ça? Dans la mécanique des conflits, c'est ce que je vous ai dit dans l'autre cours sur la violence, dans la mécanique des conflits, les gens deviennent rachats, ils deviennent mauvais parce qu'ils laissent s'installer la nature des choses. La nature de l'étrangeté, c'est de laisser l'autre être de plus en plus étranger. Il faut lutter contre ça. Il faut rendre l'autre de moins en moins étranger. Et pour le rendre de moins en moins étranger, il faut l'accepter tel qu'il est. Il faut l'intégrer tel qu'il est. Quand quelqu'un se bagarre avec son gendre ou sa belle-fille, ou avec sa belle-famille, c'est comme s'il se bagarrait avec l'horizon. Imaginez quelqu'un qui se lève tous les matins à sa fenêtre, il dit « Mais je fais quoi cet horizon-là? Je vais le boxer. » Bon. Tu te bats avec ton beau-père, ta belle-mère, ton gendre, ta belle-fille, c'est la même chose. Alors, bon, il y a des cas où le couple dégénère, il y a un divorce à gérer, c'est un autre problème, mais je parle des relations ici. Se bagarrer et haïr ou détester ou ne pas faire d'efforts pour arriver à un shalom, à une affection, c'est la même chose. Dans tous les cas de figure, c'est laisser s'installer l'étrangeté. Et ça, c'est la pire des choses, et c'est une chose contre laquelle on doit lutter. Et donc, l'effort numéro 1 dans la relation gendre, belle-fille, belle-famille, c'est abattre l'étrangeté. Créer les conditions du shalom, créer les conditions de la fusion, créer les conditions de la relation apaisée. C'est fondamental. Et si on n'y travaille pas, eh ben, ça ne viendra pas tout seul. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça vienne, eh ben, je vous garantis, ça ne viendra pas. Jamais. C'est quelque chose qui se cultive. L'élément du shalom est un élément qui se cultive. Ce que dit Maharal, ça vient à la fin d'un processus. D'abord, on a louangé Hachem, ensuite, après, on a demandé plein de choses, et ensuite, après, on a été reconnaissant vis-à-vis d'Hachem, et à la fin, il y a le shalom. Ben, c'est la même chose. D'abord, on va louanger l'autre. D'abord, on va louanger la famille. D'abord, on va développer un regard positif, une pensée positive, des paroles positives. Ensuite, après, on va demander toutes sortes de choses dans la relation. C'est normal. Une relation, on demande, on donne, on donne, on demande. C'est normal. Et ensuite, après, on va être reconnaissant. Et là, le shalom va venir. Louange, relationnel, reconnaissance, shalom. Ce sont des éléments qui se cultivent. Et la relation avec la belle famille est une relation qui se cultive. Et si on ne cherche pas à la cultiver, eh bien, c'est une relation qui ne peut aller qu'à son naturel, c'est-à-dire plutôt se défaire. Très bientôt.